Bonsoir. Des médias français suspendus au Mali et des médias russes suspendus dans toute l'Union européenne. Faut-il craindre pour la liberté de la presse? Eh bien, c'est le petit débat de ce jour. Et ce soir, il sera question de l'opération militaire russe en Ukraine. Et à cet effet, notre invité, l'invité du talk est Vladimir Baïkov. Il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est content, très content tous les soirs d'être en votre compagnie et merci de nous accueillir chez vous à la maison à travers donc vos différents postes de télévision. L'équipe du Live Talk s'installe à mes côtés et à ma droite. Ce soir, honneur aux dames. Après, il y a toujours des phrases. Hein. On finit le meilleur pour la fin. Honneur aux dames. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, Brice, je vais très bien. Ça se sent dans la voix et je suis très, très, très heureux de le noter. André Bois, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice. Ouais, je vais plutôt bien. Très bien. Et puis, Alain Toussaint. Oui, bonsoir, Brice. Petite forme ce soir. Oui. Mais ça va aller. Ça ira. Ça oui, va aller. Tout à fait. C'est l'amour du métier qui veut ça. Ouais. Allez, on vous donnera du thé toutes les 15 minutes. Oui, c'est ça. Vous avez déjà un peu de thé déjà? Oui, déjà, oui. Très, très bien. Ouais, voilà, c'est délicieux. Voilà, parce que c'est pas comme dans les émissions où on donne des meugs où il n'y a rien dedans. C'est bien rempli. Du thé dans le mug de M. Alain Toussaint. Sur ce, on entame tout de suite notre petit débat. Je lisais tout à l'heure, faut-il craindre pour la liberté de la presse? Eh bien, c'est la question qu'on se pose après les suspensions de médias français au Mali et de médias russes dans toute l'Union européenne. Qu'en pensent nos chroniqueurs? André Bois, est-ce que vous pensez que c'est un deux poids, deux mesures? Est-ce que vous pensez dans un premier temps que la liberté de la presse, avant de parler de deux poids, deux mesures, est-ce que vous pensez que la liberté de la presse est menacée? Après ce que vous entendez? Non, je ne pense pas que la liberté de la presse soit menacée. Je pense juste que la liberté de la presse n'est jamais totale. Hein. Vous savez, on exerce, on fait son métier, mais on est toujours soumis à... Il y a une loi, il y a une réglementation. Donc, la réglementation est souvent donc, utilisée par des pouvoirs selon leurs accointances avec un média ou pas pour agir. Mais je ne pense pas que dans ces deux cas-là, on puisse parler non seulement de menace de pouvoir, mais je pense que ces cas ne sont pas pareils. C'est-à-dire que ce qui compte après, c'est le contenu de la suspension, ce n'est pas le fait de suspendre. On peut suspendre, mais on suspend pourquoi? Alain, on a votre point de vue, Alain et Edith, c'est quand même des médias qu'on empêche d'exercer. Oui, ce sont des médias qu'on empêche d'exercer. Et bon, je ne suis pas totalement d'accord avec André. De tout temps, et même en période de paix, c'est vrai qu'on est dans une période assez spéciale parce que c'est une période de conflit en Europe, mais en période de paix, en période même de stabilité, les médias, la presse est également est menacée. On sait que pour la plupart, que ce soit sur des terrains de conflit ou que ce soit sur des terrains calmes, en général, la liberté d'expression, elle est malheureusement contrôlée, même si c'est visible. Même si ce n'est pas visible, elle est en général contrôlée. Je pense que, surtout dans cette situation de conflit, c'était évident de se retrouver dans ce genre de situation parce qu'on parle de propagande, de médias d'État, que ce soit du côté d'instruments de désinformation, que ce soit du côté du Mali avec RFI et France 24 ou du côté de la Russie avec RT et Sputnik. Donc la liberté d'information, la liberté de la presse est de tout temps menacée, mais c'est vrai qu'en situation de conflit, en situation de guerre, cela prend des proportions encore plus importantes. À la guerre comme à la guerre, vous avez pu dire? À la guerre comme à la guerre, des deux côtés. Alain Toussaint, est-ce que vous partagez l'assertion selon laquelle je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais prêt à mourir pour que tu aies le droit de le dire? Oui, ça part d'un principe qui concerne la liberté d'expression, la liberté de penser. Ce qui m'a heurté dans les décisions prises par l'Union européenne visant les médias russes, c'est qu'on ne laisse pas le choix à la population. Et donc il y a une forme d'enfantillage en disant on va couper les médias alternatifs, moi je les appelle comme ça, ceux qui ne sont pas les médias mainstream, ceux qui répandent la doxa officielle de l'Union européenne. C'est vrai, il y a un contexte de conflit.
Et je me dis, c'est quand même dommage. Mais dans le même temps, la liberté de la presse s'arrête là où commence la raison d'État. Voilà. Expliquez-nous un peu ça. Ben, oui, écoutez, quand vous avez des médias qui, par leur contenu, peuvent troubler l'ordre public, moi je suis d'accord pour que les autorités de régulation prennent leurs responsabilités. Je vous donne un exemple. En 2013-2014, Afrique Média, vous connaissez. Bon, c'est un média pour moi de propagande. Et personnellement, je n'ai jamais accepté d'aller sur leur plateau parce que ce n'est pas du journalisme. Mais en 2014, ils ont été, je crois, éjectés du bouquet Canal+. Parce qu'il y avait un acharnement sur le président de la République, il y avait un acharnement sur le ministre Ahmed Bakayoko, et dans des termes les plus grossiers. Ce n'est plus de la liberté de la presse. Vous voyez? Donc, mais pour l'Union européenne, ce ne sont pas des autorités de régulation qui ont pris ces décisions. L'Union européenne, c'est une association de pays, et on décide que désormais, ces médias russes, etc., sont interdits. Et je pense que quand les médias enfreignent les règles de bienséance et le respect de l'honnêteté de l'information, les autorités doivent sévir. Pour le Mali, on l'a vu avec la décision de l'autorité de régulation. Ce n'est pas la junte qui décide de sanctionner RFI et France 24. C'est l'autorité de régulation. On est bien d'accord que cette autorité de régulation, vous serez, je ne sais pas si vous ne serez pas d'accord avec moi, mais nous tous, on sait que cette autorité de régulation ne peut pas agir sans avoir la caution de la junte. Mais naturellement. Mais là aussi, il faut respecter les institutions dont on se dote. Ce sont les institutions de régulation qui, je vais faire de la litote, qui régulent, qui disent, écoutez, vous avez dépassé la ligne jaune ou ligne rouge, je ne sais pas, et on ne peut pas accepter que vous continuez ainsi. Dans le cas d'espèces de RFI et France 24, il semble que des informations ont été publiées par ces médias qui ne correspondaient pas totalement à la réalité des faits. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'en situation de conflit ou selon l'appréciation des différents États, qu'ils prennent la décision de censurer des médias parce qu'ils menaceraient la stabilité de leur pays, ok, c'est le choix de ces États. Mais je suis contre la censure en général. Sauf si, en dehors de la déontologie, l'exercice de ces médias menace véritablement la sécurité des populations. On a eu le cas au Rwanda de la radio Mille Collines, qui est un des exemples les plus patents. Mais au-delà de ça, censurer un média parce qu'on l'accuse de propagande, je trouve qu'à ce moment précis, on enfreint une ligne rouge, surtout lorsqu'on est un État. La liberté d'expression, pour moi, est très importante. C'est aux populations de faire le choix, de décider de suivre ou non un média selon les informations qu'elles veulent, sur lesquelles elles veulent s'abreuver. Donc je suis contre la censure, que ce soit d'un camp ou de l'autre. Est-ce que justement, ça ne crée pas une forme de sentiment, entre guillemets, anti ces médias-là parce que derrière tout ça, on s'est dit aujourd'hui que derrière France 24 et RFI, il y a la main de la France, disons les choses comme elles sont. Ce sont des médias d'État aussi. Ce sont des médias d'État. Ça crée des médias d'État. Oui. RT et Sputnik sont des médias d'État. RFI et France 24 font partie de la galaxie des médias d'État français. Oui, on est d'accord, mais censurer, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on ne sort pas, justement, à travers ces censures, est-ce qu'on ne sort pas d'une forme d'objectivité, André? Oui, c'est pourquoi, dans mon propos introductif, j'ai dit, c'est vrai qu'on peut censurer, si vous voulez prendre le mot, ou on peut réguler, mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'on sanctionne au fond? Parce que je pense que... Est-ce qu'on sanctionne la vérité? Voilà, qu'est-ce qu'on sanctionne? Le tout, ce n'est pas de dire qu'on suspend un média, c'est d'expliquer les raisons pour lesquelles. Sinon, si on doit comparer des sanctions, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que, comme moi j'entends bien Alain, mais non, c'est la junte qui a produit d'abord un communiqué par les soins du ministre de l'administration territoriale pour annoncer justement leur intention de suspendre RFI. Et ça a été fait, donc c'est une décision d'État. Mais là encore où c'est grave, dans ce que moi, tout ça Alain m'explique, c'est qu'on ne peut pas sanctionner un média sur la base d'informations sourcées et données par plusieurs sources. C'est ça qui est grave dans l'histoire du Mali, même quand on veut me comparer à Sputnik. Je suis bien d'accord. Mais quand Human Rights Watch publie donc justement un document sur la base de leurs enquêtes et que
la Commission des droits de l'homme de l'ONU valide. Pour bien vous comprendre, RFI, ce qu'on reproche, ce que les autorités maliennes reprocheraient à RFI, c'est d'avoir relayé. Voilà. C'est même pas dire c'est une enquête des RFI, machin. C'est qu'ils reprennent. C'est-à-dire que si nous, Live TV, demain, il y a une organisation des droits de l'homme ou qui se dit des droits de l'homme, qui publie un document en disant nous avons enquêté en Côte d'Ivoire, il y a eu telle exaction dans telle zone, et que nous, on reprend ça en disant l'organisation Intel dit ça, on serait passible de sanctions, bien qu'on ait dit, c'est l'organisation en question qui affirme ça. Et si nous, on décide d'aller enquêter, c'est un travail après de la responsabilité de la radio. Ça va plus loin, ça va plus loin. Et aujourd'hui, je pense que dans la suite du communiqué, il est même dit aujourd'hui que si quelqu'un reprenait les propos, là, c'est pire. Les propos de RFI, ces personnes-là seraient censées... Là, c'est vraiment visé, c'est vraiment c'est de la censure pure et dure, en fait. Oui, mais il ne faut pas... Je veux dire, parfois, on a des positions dogmatiques et à géométrie variable. Tout le monde est pour la liberté de la presse. Mais moi, j'estime que la raison d'État est au-dessus de ce qu'on appelle ce quatrième pouvoir. Si les autorités maliennes estiment que la publication de ces informations nuit à la cohésion sociale, à la sécurité, ou bien que ces informations sont mensongères, c'est de leur devoir de dire stop. Maintenant, je vais juste terminer. Tout à l'heure, vous disiez, si une organisation lambda publie un rapport sur la Côte d'Ivoire parlant d'exaction, vous allez en parler, etc., vous allez citer. J'espère que vous allez compléter le travail en demandant l'avis des autorités. Mais bien sûr, c'est ce qui a été fait au Mali. Non, mais je vous le dis, si vous reprenez le rapport d'une organisation, il va de soi que quand vous publiez votre information, vous êtes un journaliste professionnel, je ne vous apprends rien, il est normal que les deux points de vue soient publiés au même instant. Et au Mali, il semble que RFI et son alter ego Human Rights Watch n'aient pas pris des précautions, parce que le journalisme, quand même, c'est de rapporter des faits en prenant soin d'être honnête dans la diffusion de ces informations. Maintenant, vous pouvez accepter, par exemple, parce que j'ai écouté vos propos, que l'UE sanctionne des médias dits russes, et puis, apparemment, vous déniez le droit aux autorités maliennes, elles aussi, de faire agir la réglementation en la matière. Moi, j'estime que l'État est au-dessus de tout ça. En France, on l'a vu pendant Je suis Charlie, mais allez chercher le nombre de médias qui disaient autre chose. Mais on ne les trouvait que sur YouTube, dans des comptes alternatifs, etc., parce que c'était la pensée unique. Et c'est aujourd'hui le cas en Europe. Je dis, je suis OK pour la liberté de la presse, mais l'État, les États doivent être au-dessus, leurs intérêts sont au-dessus. Juste pour ajouter, là où je suis, ce que je viens d'entendre, ça remet en cause ce que moi je peux appeler des valeurs communes. Je pense que les valeurs communes, ce n'est pas des interprétations que chacun peut faire d'un fait. Il y a des valeurs communes. Je pense que quand on est dans un pays et que 2-3 personnes sont allées prendre des armes, tirer sur des journalistes qui n'étaient pas des combattants et que ces derniers ont été lâchement tués, je pense que les valeurs de la République sont que l'ensemble des intellectuels et de ceux qui ont vu la réalité de ces faits-là puissent porter les valeurs de protection de cette liberté des journalistes. Je ne sais pas pourquoi, dans un tel contexte, des gens vont prendre la liberté de dire des contre-vérités par rapport à ce qui s'est passé autour de Charlie. C'est à peu près la même chose que dans le cas du Mali. C'est-à-dire qu'il y a des exactions qui ont été commises. La question de la raison d'État, pourquoi moi elle ne tient pas? C'est que même l'État malien peut désavouer les éléments qui sont des éléments égarés qui a commis ces exactions. Pourquoi l'État malien... Si c'est avéré. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. J'avoue que j'ai dit peut désavouer. Donc pourquoi on va censurer une enquête d'organisation dite indépendante, alors que l'État même doit s'en approprier pour voir exactement est-ce qu'il y a des éléments de notre armée qui ont agi comme ça ou pas, que de fermer carrément, de bâillonner tout média et personne ne doit en parler. C'est là où ça pose problème. Alors juste une question, André. Oui. Est-ce que vous approuvez le retrait de la licence des chaînes russes, RT, Sputnik, du territoire de l'Union européenne, et également de la Grande-Bretagne? Et dans le même temps, cette chaîne, je crois, continue de diffuser aux États-Unis. Non, moi, par exemple, vous me posez la question clairement, je vous réponds, je n'approuve pas les choses. Comme Edith l'a dit, moi, je n'approuve pas les censures. Et par contre, c'est votre position qui est à géométrie variable. C'est-à-dire que vous semblez désapprouver
Pardonnez-moi, je m'apprête à le dire, André. Mais par contre, Alain, c'est pour vous la question. Parce que si à un moment, vous estimez que la raison d'État a prévalu sur la décision de la junte, de l'autre côté, on a même dire que la raison de plusieurs États arrive à prévaloir sur la décision. Oui. Est-ce qu'on n'est pas dans le même, Au départ de mon propos, il y avait un postulat. Je suis pour la liberté de la presse. Mais il faut que les journalistes aussi se comportent en toute responsabilité. Voilà. Je dis, si vous avez des informations à publier sur le Mali, la Côte d'Ivoire, il y a des ministres techniques qui sont commis à la tâche. On ne va pas demander quand même l'autorisation des ministres pour publier des documents. Non. Ils peuvent être accablants. Non. Au contraire, vous demandez leur réaction. Ça me paraît quand même... Enfin, c'est quand même la démarche journalistique. Bien sûr. Voilà, vous avez des informations, il y a un rapport de Human Rights Watch, etc. Bien sûr, s'ils décident de réagir, de répondre à ces... Non, mais si vous les sollicitez, ils vont réagir. C'est très rare. Alain, quand par exemple, Michel Bachelet, c'est même cité dans le document de la junte malienne, Michel Bachelet, c'est le haut commissaire des Nations Unies, et le Mali appartient aux Nations Unies. Mais quand le haut commissaire des Nations Unies s'approprie justement un dossier de maltraitance, mais le Mali a en droit même d'aller vers ces personnalités pour dire mais où est-ce que la réalité, comment ça a été documenté, ça s'est passé où? Que de dire on suspend les médias qui en font cas. C'est ça comment je comprends. Mais parce que la démarche journalistique, je pense, n'a pas été respectée. Je vous donne un exemple ici en Côte d'Ivoire. On a l'autorité nationale de la presse, l'ANP. Je lis souvent... Et pour nous, on en a un cas, ouais. Oui. Et je lis très souvent les rapports de cette autorité, mais il y a des journaux qui sont empêchés de diffusion à la suite de non-respect des règles. Voilà. Parce qu'ils diffusent des informations mensongères, ils ne prennent pas le soin de vérifier, de contacter plusieurs sources, de les recouper, etc. Donc, je dis, dès lors que, j'estime que dès lors que les règles ne sont pas respectées, les autorités de régulation ont le droit de faire arrêter pour des questions des raisons d'État qui sont délimitées par chacun des États, mais derrière, on parle de censure. Et quand je m'adresse à la censure, je veux faire référence également aussi au fait que la réaction, en tout cas de la France surtout, a été à géométrie variable, et surtout des États européens de l'Union européenne. En même temps, on censure des médias d'États russes, et tout va bien. Et en même temps, de l'autre côté, lorsque l'État malien fait la même chose, on s'offusque de cette décision en mettant en avant la liberté de la presse. Pour leur... je suis à 40 secondes. Juste pour dire qu'à un instant, moi, je ne pense pas que deux condamnations se valent forcément. C'est pas parce qu'on a suspendu là que ça justifie qu'on puisse suspendre l'autre. Mais pourquoi ne se valent pas? Pourquoi est-ce qu'elles se valent pas? Parce que les médias d'État, c'est la même raison d'État. Parce que ça dépend des propos que vous portez. Très bien. Ça, vous comprenez. Alors, j'ai bien noté, on a noté chacun... On appelle ça la schizophrénie d'État. Bon, d'accord. En tout cas, j'ai noté vos différents points de vue et nos téléspectateurs également. Notre petit débat est toujours pour susciter des réactions, pour provoquer donc des réflexions autour de certaines questions. Et donc ce soir, c'était sur la question de la liberté de la presse, donc au regard des suspensions de médias dans l'Union européenne ou au Mali. Merci, on va tout de suite pour notre Que dit la loi juste après ceci. Tous les mardis, nous avons rendez-vous avec Mélissa Djedje pour notre Que dit la loi. Bonsoir Mélissa, bienvenue. Merci. Mélissa, ce soir, on parle d'un sujet qui est même un sujet d'actualité. Et bien la question des VTC, donc des véhicules de transport avec chauffeur. Que dit la loi à propos des VTC ce soir? Voilà, donc je me suis dit, écoutez, ça anime les débats de ces derniers temps, donc en raison de la nouvelle loi. Parce qu'on a subi justement la grève, on se rappelle, en novembre dernier, et l'État a répondu. Donc, il a réglementé le secteur d'activité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par VTC? Tu l'as dit, véhicule de transport avec chauffeur. Mais cette loi-là, en fait, on parle du secteur. Donc, ce n'est pas juste les véhicules de transport avec chauffeur. Pour parler de VTC, on va avoir un système de réservation numérique, qui en général est des applications qu'on connaît, qui va mettre en relation les usagers et justement la voiture avec chauffeur. Donc, c'est ce secteur d'activité-là que la nouvelle loi va venir encadrer. Et par exemple, quand on regarde cette loi, on va bien voir qu'on va soumettre les VTC aux mêmes obligations administratives que les taxis-compteurs. Donc, leur réclamation qui était de dire qu'il y a une concurrence déloyale dans le secteur d'activité. Donc là, on va imposer aux VTC de remplir les mêmes conditions administratives. Donc, de se constituer en entreprise,
de s'inscrire au registre de transport pour obtenir une carte de transport. Ensuite, que chacun des véhicules en question ait une carte de transporteur. Ils vont être soumis aux mêmes obligations de visite technique que les taxis-compteurs. Donc, on a tout un pan au niveau administratif. Ensuite, on va venir imposer des caractéristiques aux véhicules. Et je pense que c'est là où les débats ont été, on a suivi un peu. Donc, on va avoir, non seulement le véhicule doit prendre de 4 à 9 passagers, incluant le chauffeur. On va parler de véhicules spacieux assurant une certaine sécurité, un certain confort. On va parler de véhicules d'un maximum, âgés d'un maximum de 5 ans, lors de la première mise en circulation. Donc ça, c'est important. J'insiste sur la première mise en circulation parce que disons que, Brice, tu veux te lancer dans l'aventure entrepreneuriale et puis tu décides de te lancer dans le secteur des VTC. Ce que ça veut dire lors de la première mise en circulation, ça veut dire que le véhicule que tu vas mettre en circulation, que tu vas utiliser pour la première fois pour faire ton VTC après avoir rempli tes obligations administratives, il faudrait qu'il soit âgé d'un maximum de 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton véhicule pourra avoir 4 ans ou même 5. Tu aurais le droit de le mettre parce que lors de la première mise en circulation, c'est-à-dire que l'année prochaine, il va pouvoir normalement circuler encore, même s'il a 6 ans ou 7 ans. Donc, c'est vraiment lors de la première mise en circulation. Important de préciser. C'est important. Ensuite, on a justement le grand débat, le critère qui a fait le plus de débat, qui est la question de la puissance du moteur, allant d'un minimum ou égal à 114 chevaux. Donc, évidemment, effectivement, je pense qu'on l'a tous suivi, ça vient éliminer une certaine catégorie de véhicules qui ne répondraient pas aux critères. Donc, je laisse le débat à savoir, mais effectivement, il y a toute une catégorie de véhicules en dessous. Donc, on a vu, comme les Expresso ou les Alto, qui ne pourront plus, à partir d'un moment, avec l'application de cette loi-là, exercer l'activité de VTC. De VTC, mais c'est également valable pour tout ce qui est véhicule de transport, parce que je veux dire, c'est pas... Alors, cette loi-là, elle vise normalement juste à légiférer sur les VTC, donc le secteur d'activité des véhicules des VTC, donc qui vont aller avec un système de réservation numérique. Oui, justement, c'est important de préciser donc système de réservation numérique parce que je lis ici quelque chose de très drôle de la part de Yandex sur nos pages des réseaux sociaux. Il dit, cette affaire de VTC là commence à me fatiguer qu'au véhicule de transport avec chauffeur. Donc, taxi, Bakao, il n'y a pas de chauffeur. Non, mais c'est la question à se poser parce qu'on parle de VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Est-ce que cette réglementation va s'étendre à tous ces véhicules qui sont également utilisés pour transporter les populations ivoiriennes? On parle de puissance minimum du moteur. Est-ce que également cette mesure sera appliquée à tous les véhicules de transport avec chauffeur? La question également, elle est ouverte. On parle de sécurité aussi, parce que c'est l'une des raisons qui est évoquée, la sécurité des passagers. Voilà, pour dire que c'est plus dangereux, ce serait on a parlé de dégagement en cas de danger. Il est Yango Uber et il serait moins dangereux peut-être quand il serait taxi-compteur. Même quand il n'est pas taxi. Effectivement. Il faut qu'on comprenne justement oui, voilà, même quand il n'est pas taxi-compteur, que moi j'achète par exemple un modèle Alto, dont la puissance est en dessous Alors, moi, je pense que de ce qui est recommandé, je suis également en danger parce que s'il y a un accident qui manque de ce produit, j'aurai des difficultés à me dégager. Après, en réalité, moi, je pense qu'il faut revenir sur l'objectif qui est de réglementer. Donc, effectivement, on pourrait réglementer les véhicules pour les particuliers, mais on ne fait pas le même usage en termes de transport, en termes de responsabilité qu'on le fait pour... L'État protège tout le monde. Hein. Oui, bien sûr, mais après, l'État protège tout le monde. Après ça c'est un débat, chacun peut se positionner. Mais en général, dans le secteur des transports, l'État va être plus rigide. L'État va être plus rigide dans le secteur des transports publics que pour les particuliers. Après, c'est des positionnements. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mettons la réflexion aussi. On parle de véhicules âgés de moins de 5 ans au moment de la première mise en circulation. Est-ce à dire qu'à un moment donné, tout le parc automobile des véhicules de transport avec chauffeur, je prends les BACA, les taxis-compteurs, va certainement aussi évoluer avec cette loi? Alors, j'estime que oui, parce qu'on l'a vu, je pense qu'on voit une volonté, parce qu'ils ont interdit, par exemple, l'importation de véhicules de plus de 5 ans. Je pense que ça s'inscrit dans la même veine parce que l'objectif, j'assume, avec le secteur des VTC, et là je parle sous réserve parce que je pense que c'est vraiment mon avis sur la question, je pense que c'est de pouvoir renouveler le parc automobile pour, pour les usagers. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a cette question, mais pour l'instant, moi ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que cette loi-là s'applique vraiment pour le secteur avec les réservations, donc avec les applications.
en question. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va s'appliquer, oui ou non, ou est-ce qu'ils vont faire des réformes pour les autres secteurs de transport? Le champ est ouvert. On voit clairement le positionnement peut-être de l'État avec cette nouvelle loi-là et qu'est-ce qu'ils entendent peut-être faire pour le futur. On a une question? Je souris. Merci beaucoup, Mélissa. Oui, parce que vous aidez beaucoup Yann dès que ce soir. Et puis, il dit franchement, 14 chevaux, c'est sur la route. C'est pas pour faire la course. Par contre, Alors, c'est 114 chevaux. 114 chevaux. Alors, par contre, je veux juste terminer parce que c'est important. Allez-y. La loi prévoit une période transitoire. Ouais. Dans cette loi-là, on prévoit quand même un minimum, une période de 12 mois pour permettre aux personnes qui exercent dans l'activité de transport autre que les taxis compteurs et les taxis communaux pour se conformer à cette loi-là. Donc, ce qui sous-entend que normalement, si on exerce dans le transport actuellement avec des véhicules qui ne respectent pas la puissance de moteur en question, normalement, il devrait avoir une tolérance sur une période de 12 mois pour permettre éventuellement à ces entrepreneurs-là de trouver, par exemple, une solution. Très bien. Merci beaucoup, Mélissa. On va regarder d'ici les 12 mois, on va voir comment les choses évoluent et on aura certainement l'occasion de vous recevoir sur le plateau pour nous parler de choses. Mais en tout cas, ce serait bien ce soir que vous ayez pensé à nous apporter donc ces éléments pour nous apporter donc ces précisions. Allez, j'y arrive. Dans votre regard m'éblouit. On va à la pub, c'est bien. Suite et fin du Live Talk. Merci d'être toujours en notre compagnie. Nous allons, avec votre permission, à la maison et recevoir notre invité ce soir. Quel respect pour les téléspectateurs, quel respect, avec votre permission à la maison. Ouais. Je suis allé chercher ça très très loin. Son Excellence Vladimir Baïkov est en notre compagnie. Il nous a rejoint donc autour de cette table. Il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. Excellence, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, merci beaucoup. Ça va très très bien. Merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va faire un petit rappel pour nos téléspectateurs. Depuis le 24 février 2022, la Russie mène donc une opération militaire en Ukraine. Parce qu'on vous a, ce soir, on a juste envie de savoir qu'est-ce qui serait à l'origine de cette crise entre les deux pays? C'est vraiment pas si simple d'expliquer parce que ça demande une longue explication, même du point de vue historique, mais je vais essayer d'être bref pour donner un peu l'idée principale de pourquoi cet événement de portée mondiale qui préoccupe, n'est-ce pas seulement les deux peuples en Ukraine et en Russie, mais je crois toute la planète est directement concernée. Le problème est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, qui était une grande superpuissance idéologique, il faut bien dire, pas seulement, dirais-je, comme parfois on disait, l'Empire, héritier de l'ex-empire russe, mais c'était une superpuissance basée sur l'idéologie communiste, qui prenait, si vous voulez, cette politique de l'internationalisme et donc de la lutte des classes. C'était la lutte des deux systèmes, en fait. Mais bon, pour les raisons que vous connaissez, je crois, les téléspectateurs qui nous suivent sont au courant qu'en 1991, l'Union soviétique a cessé d'exister et heureusement, c'était passé quand même sans effusion de sang. Parce que, comme vous savez, dans certains pays en Europe, comme en ex-Yougoslavie, il y avait des guerres vraiment fratricides. Donc, c'est à ce moment que l'Ukraine a vu donc, son indépendance. C'était donc à la fin de 1991 que l'Ukraine a adopté une constitution qui prenait la neutralité du pays. Et pour nous, pour la nouvelle fédération de Russie, et on peut dire héritière de droit de l'ex-Union soviétique, c'est pourquoi mon pays siège comme membre permanent au Conseil de sécurité, c'était une très bonne chose parce qu'on était, et on reste, j'espère, les peuples frères. Et l'Ukraine, à l'époque, donc, était trop liée à la Fédération de Russie, des points de vue économiques, culturels, politiques, donc, mais pas de lien militaire, ça je précise bien tout de suite. Donc, on était trop liés. Mais à un moment donné, suite aussi à la politique, je peux dire, volontariste de l'Occident, qui prenait
ce soi-disant partenariat avec les ex-républiques soviétiques, leur rapprochement, au détriment parfois de cette coopération étroite des relations avec mon pays, on a vu apparaître une élite ukrainienne qui prenait plutôt cette idéologie, les politiques de anti-Russie. On a voulu créer une identité sur le national sur la base de négation, si vous voulez, de ce qui était relatif à la Russie. Et vous voyez, en même temps, on a commencé, notamment après 2014, cette politique de l'éventuel rapprochement et l'adhésion à l'Union européenne et ce qui est le plus grave, à l'OTAN. Ce qui a créé une certaine, vous voyez, menace existentielle pour mon pays. La Russie ne restait pas les bras croisés. Plusieurs fois, notre président essaie de prévenir et convaincre nos partenaires en Occident de danger imminent de cette politique, on peut dire aveugle. D'accord. Alors, Excellence, et c'est ça qui a provoqué, si vous voulez, ce que nous vivons actuellement. Exactement. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Je crois que il faut revenir un peu peut-être vers le mois de décembre de l'année dernière, quand la Russie, justement par de notre président Vladimir Poutine, a proposé à nos partenaires de l'Occident de bien clarifier, si vous voulez, les relations sécuritaires, en parlant que, voilà, nous, la Russie, nous vous demandons de bien nous répondre en écrit sur les préoccupations que nous avons sur notre sécurité avec cette, si vous voulez, extension progressive de l'OTAN vers les frontières de notre pays. Et avec cette politique, voilà, on peut dire, anti-russe concernant le dossier ukrainien. Les réponses que nous avons eues, s'attarder, étaient clairement non. On n'a pas voulu discuter avec nous, voyez, ces sujets de préoccupation majeure. Et concernant l'Ukraine, je crois que c'est les dernières déclarations politiques, notamment du président Zelensky, concernant voilà, cette éventuelle adhésion de l'OTAN. Mais ce qui est le plus grave, c'est la déclaration qui a été faite à Munich, la dernière conférence de sécurité tenue à Munich, je crois que c'était justement en février, quand le président a proclamé, le président ukrainien, que l'Ukraine était prête à revoir sa politique, notamment pour redevenir une puissance nucléaire. Et ça, je crois, était une sorte d'étincelle qui a provoqué cette réaction voilà, violente, si vous voulez, parce que les objectifs sont clairement indiqués. C'est la démilitarisation, c'est le statut neutre et la dénazification. Donc, Excellence, mais voilà. est-ce que les discussions, le dialogue n'aurait pas pu-t-il continuer au lieu d'aller à une... Madame, le problème qu'on n'a pas pu avoir le dialogue, parce que toujours je dois un peu revenir en arrière, avec cette histoire de la guerre à l'est de l'Ukraine, à Donbass. Comme vous le savez, en 2014 et en 2015, donc, il y avait les combats acharnés et on a finalement arrivé, d'ailleurs, avec la participation à l'époque de nos partenaires de la République fédérale d'Allemagne et de France, pour aboutir à une sorte des accords, qu'on s'appelait les accords de Minsk, qui prévoient clairement, vous voyez, la feuille de route et les programmes pour le règlement négocié pacifique de ce conflit, je précise bien, interne à l'Ukraine. Parce que la population de Donbass, c'était les Ukrainiens. C'est ça. Donc, rien n'a été fait depuis 2014, rien, de la part donc, des autorités ukrainiennes. Une seule fois, on a organisé une rencontre au sommet à Paris, c'était en décembre 2019, dans le cadre, soi-disant, format de Normandie. Le président Zelensky est venu, il est même été prêt à signer, si vous voulez, le procès verbal qui confirmait, si vous voulez, les engagements de l'Ukraine pour commencer à accomplir voilà, ces accords de Minsk. De son retour, d'abord, même à Paris, il a refusé, mais de son retour, il a carrément, si vous voulez, expliqué que ce n'était pas valable. Donc, selon vous, il n'y avait plus aucune autre option que l'option militaire? C'était l'ultime recours. C'était l'ultime recours, malheureusement, et c'était une décision forcée. Une décision qui nous a été imposée, malheureusement, je dis bien. Je dis qu'en diplomate, parce que nous, les diplomates, nous sommes pour les négociations, pour et quand les militaires commencent à agir, nous autres, les diplomates, parfois, nous sommes obligés de taire.
Et ce n'est pas tellement bien, vraiment. Ça, bien, son Excellence. Mais vraiment, je comprends. Vous dites que ça vous a été imposé. C'est un désaccord que moi j'ai avec vous, de la lecture que vous avez. Mais là où il y a encore plus de déception, c'est que la Russie était, dans ces dernières années, ces 20 dernières années, passait pour être un pays qui, chaque fois aux Nations Unies, soit s'abstenait quand les Occidentaux se lançaient dans des opérations guerrières, ou était carrément donc contre. Et là, c'est la Russie qui porte justement une guerre au cœur de l'Europe qui a connu beaucoup de meurtrissures depuis des années. Donc la question de savoir qu'est-ce qui a fait changer la Russie, qui paraissait donc être une nation beaucoup plus opposée aux guerres dans le monde, aux expéditions des Occidentaux, que ce soit en Irak, que ce soit ailleurs, comment la Russie a pu elle-même déclencher une telle guerre à ses portes, alors que franchement, le temps du dialogue n'était pas, de mon point de vue, encore terminé. Comme vous le savez, officiellement dans mon pays, nous utilisons l'expression de l'opération spéciale militaire. Concernant ce que vous avez évoqué, que j'ai déjà dit que c'était une décision forcée, parce qu'on a constaté très bien que le régime de Kiev était déjà prêt et préparé pour lancer une nouvelle offensive contre ces deux républiques à Donbass. Donc c'est en quelque sorte aussi, si vous voulez, une action préventive. On a voulu briser l'appareil militaire. Mais en ce moment, vous auriez pu vous arrêter au Donbass. Je explique aussi. Donc, et c'était une option qui nous a été imposée. Donc, mais c'est toujours par la négociation que nous voudrions bien aboutir, respectant donc l'État de l'Ukraine, en respectant donc sa souveraineté, de bien tenir compte de nos préoccupations majeures sur, si vous voulez, la sécurité existentielle même de la Fédération de Russie. Parce qu'on a bien compris qu'au bout du compte tenu du fait que même de la Constitution actuelle qui a été modifiée sous le prédécesseur du président Zelensky par le président Poroshenko, on a bien inscrit cette notion que l'Ukraine un jour devient membre de l'OTAN. C'est la volonté politique. Donc, imaginez-vous bien qu'un jour, quand l'Ukraine, bon, on imagine, hein, est membre de l'OTAN, les autorités en place décident, comme on dit, de reprendre, de reconquérir la Crimée. Bon. On parle en expectative. Oui. Mais c'est le casus belli, vous voyez, parce qu'avec l'article 5 de l'OTAN, et je pense que c'est le mot que vous avez évoqué, mais ce sera vraiment quelque chose de mondial. La fin du monde, en fait. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vais vous poser deux questions. Oui, la première, parlez un peu plus. Oui, deux questions. Oui. La première porte sur l'Ukraine en tant qu'État qui a le droit d'exister. Est-ce que, pour vous, la question de l'indépendance de ce pays pose problème à la Russie? La deuxième question, elle est relative aux sanctions économiques. On a vu toute une batterie d'annonces aussi fracassantes les unes que les autres. Comment votre pays fait aujourd'hui pour résister à ces sanctions économiques? Sur l'Ukraine, bien sûr, l'Ukraine a tous les droits légitimes d'exister comme État souverain indépendant, donc personne n'en doute, je crois. Et nous sommes les premiers à bien appuyer, n'est-ce pas, cet État indépendant. Mais je précise bien, un État ami, un État neutre qui ne présente pas les menaces existentielles pour mon pays. Donc c'est la première question que vous avez donc évoquée. Concernant les sanctions, nous sommes devenus les champions maintenant du monde pour le nombre de sanctions qui nous ont été imposées. Je pense que c'est déjà plus de 6 000. Mais la Russie est tellement grande. Et écoutez, nous jouons aussi un rôle important dans l'économie mondiale. Nous faisons partie de cette mondialisation. Et moi, vous autres ici, vous allez sentir encore plus fort les conséquences néfastes de ces sanctions imposées par l'Occident donc à l'égard de mon pays. Parce qu'on aura vraiment, nous tous, ces, comment dirais-je, effets néfastes. Vous dire que ça ne joue pas sur des rôles négatifs,
c'est pas vrai, bien sûr. Vous faites référence aux C'est très matières grave, premières. c'est très grave Oui. aussi Alors, pour l'économie. Excellence, Oui. Excellence, Oui. Mais c'est mondial, je précise bien que ce n'est pas seulement pour nous. C'est contre-productif aussi pour les pour auteurs l'ensemble de des États du Bien monde. sûr. Mais On pour a- vous autres aussi qui sont très loin. Mais, monsieur, je voudrais revenir sur la question de l'adhésion à l'OTAN. Oui. Il y a des pays qui sont déjà de l'ex-URSS, qui font partie de l'OTAN, et cela n'a pas posé problème. Pourquoi, dans le cas de l'Ukraine, qui, de mon point de vue, est un pays souverain, après, je néglige pas les questions militaires et d'intérêt stratégique, mais pourquoi particulièrement d'autres pays ont pu le faire, adhérer à l'OTAN, et pas l'Ukraine, qui, de mon point de vue, peut Et je assumer sa rajouterais, souveraineté. Excellence, pourquoi l'Ukraine est si importante pour la Russie? Pas parce que c'est vital. Je crois que nous avons déjà abordé ce sujet avant même l'émission. Le berceau même de Russie historique, c'est Kiev et, si vous voulez, cette partie de l'Ukraine. Donc, vous voyez, si on parle même de notre histoire du Moyen-Âge, vous voyez, la naissance de Russie comme telle, comme l'État, c'est Kiev. Et donc, c'est quelque chose d'existentiel même pour la Russie. Sans oublier que pratiquement un tiers de la population actuelle donc, en Ukraine, ce sont des Russes, des russophones. Et une des raisons aussi pour lesquelles on est obligé d'agir de cette manière radicale, c'est que le régime en place a mené une politique déjà de discrimination de la langue russe, de la civilisation russe. On a procédé à l'interdiction de plusieurs journaux, vous voyez, même des films, tout ça. Et tout ça créé. Mais son Excellence, Mais c'est Non, un État souverain. Pour toutes ces raisons, on ne va pas chaque fois faire la guerre, Attendez, son Excellence. vous posez une question d'un diplomate. Moi, je suis contre la guerre. Et ça, Oui. non. Ce que nous menons actuellement en Ukraine s'appelle l'opération militaire spéciale. Mais si vous me posez la question en tant que diplomate, je suis contre la guerre. Oui. Nous, les diplomates, nous sommes pour mener les négociations, pour trouver les solutions. D'ailleurs, actuellement, il y a des négociations. Il y a des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Et on essaie de trouver les terrains d'entente, mais malheureusement, avec nos collègues ukrainiens, parfois on voit bien qu'ils veulent faire toujours le double jeu. Ce n'est pas tellement sérieux. Donc c'est pourquoi les Russes continuent toujours à foncer. Voyez. D'accord. Excellence, on va regarder quelques minutes, on marque une pause pour la publicité et on revient juste derrière. De retour sur le plateau du Live Talk, vous nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Notre invité ce soir, l'invité du Talk, est son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Vladimir Baïkov. Il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération russe en Côte d'Ivoire. Excellence, vous parlez tout à l'heure d'opérations spéciales. Donc, est-ce que ces opérations visent des sites militaires? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'elles étaient présomptives. Est-ce que c'est exclusivement des sites militaires que cette opération vise? Le but justement de cette opération, comme ça a été expliqué par le président Vladimir Poutine et par notre ministère de la Défense, c'est justement de neutraliser l'appareil militaire en Ukraine pour qu'il ne présente plus les menaces pour notre pays. Et ce sont les objectifs déclarés et, si vous voulez, réalisés avec ces frappe ciblée de précision. Le problème, je vais tout de suite donner ma réponse à la question, je crois, que vous voulez poser. Pourquoi on voit bien les immeubles, les civils, vous voyez. Populations civiles, Le problème est que parfois, notamment dans les agglomérations, les militaires, mais plutôt même les ultranationalistes, si je parle par exemple de la ville de Mariupol, donc, qui maintenant est tellement connue donc, dans le monde, là, parfois, c'est délibérément que ces militaires, les ultranationalistes qui font partie de ces bataillons donc, de volontaires, qui utilisent donc, ces quartiers résidentiels pour comme justement s'installer et attaquer les troupes russes qui ripostent justement en ciblant, vous voyez, les objets voilà, qui se trouvent parfois donc, dans ces quartiers résidentiels. Non, mais il y a beaucoup d'informations, il y a des photos, c'est suffisamment fourni qu'il y a beaucoup de cibles civiles, des immeubles d'habitation qui ont été touchés. Mais au-delà de ça, quand même, vous parlez de Mariupol. Pourquoi on ne crée pas un couloir humanitaire pour
pour que la Russie, quand même, qui est un grand pays, puisse quand même permettre à tous ces civils qui sont bloqués dans Mariupol de pouvoir se sortir. C'est ça aussi qui crée l'incompréhension dans cette opération que vous appelez peut-être gentiment opération spéciale, mais qui est une guerre, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi on ne fait pas en sorte que tout le monde puisse sortir et préserver les civils? Le problème, justement, avec nos collègues, les téléspectateurs, que ici même, je crois, dans votre pays, parfois on ne reçoit qu'une information, parce qu'il y a une vraie guerre de communication, pas seulement la guerre économique et financière contre la Russie, mais une vraie guerre de communication, une guerre d'image. Parce que l'information, si vous voulez, alternative, ne passe pas ici. Vous avez évoqué justement pour la première partie de ces histoires des médias interdits, la censure. Voilà. C'est la même chose. Moi, heureusement, j'ai la possibilité de regarder les télévisions russes ici, grâce aux paraboles, et on voit ces images, ces informations. D'abord, les militaires russes proposent les couloirs, mais qui sont, si vous voulez, refusés par justement ces, si vous les appelez, les défenseurs, parce qu'ils ont peur qu'avec le départ des civils, qui sert un peu de bouclier humain aussi pour ces gens-là, ils seront plus facilement, si vous voulez, ciblés par les frappes des missiles et de l'artillerie. Donc, les raisons que, si vous voulez, les propos ne fonctionnent pas, parce que les gens qui sont avec les armes ne permettent pas très souvent aux civils de partir. Et ça, malheureusement, ça on ne dit pas. Parfois, on tire même dans le dos, vous voyez, ces gens qui sont obligés même de fuir parfois. Et parce qu'on annonce parfois d'une manière unilatérale, de la part des militaires russes, que tel jour, à partir de 10 h du matin jusqu'à, je ne sais pas, 14 h, on vous... Excellence, j'ai une question d'un internaute, parce qu'il nous suit également sur nos pages de réseaux sociaux. Bléoula Parfait nous dit, ma question pour monsieur l'ambassadeur, supposons qu'une fois le régime ukrainien à terre, quelle sera la suite de l'opération? Vous dites le régime... Quelle est la suite de cette opération en ce moment? Elle ira jusqu'où, cette opération? Elle va jusqu'à... Parce qu'il y a 3 objectifs qui étaient bien énoncés. Le premier, c'était donc la démilitarisation, c'est-à-dire on va, je crois, continuer jusqu'à bout pour neutraliser voilà, les forces, si vous voulez, militaires. C'est la première chose. Deuxième, c'est donc pour avoir, vous voyez déjà, les engagements formels de la part du pouvoir actuel à Kiev sur l'acceptation donc et de statut de neutralité, et aussi sur les sujets très importants concernant la Crimée et l'Est de la Donbass. Donc, pour le moment, ce ne sont que des paroles. Donc, c'est pourquoi l'opération continue, parce qu'on ne trouve pas le terrain d'entente. Donc, il y a des pourparlers, mais en même temps, il y a des, si vous voulez, des affrontements, comme on dit, sur le terrain. Donc, il y a ces frappes ciblées. Donc, l'opération continue. Pour entrer en détail, moi, je ne sais pas bien, je ne suis pas militaire, je ne suis pas représentant du ministère de la Défense. Exactement. Alors, tout ça. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez qu'après 26 jours d'opération en Ukraine, la Russie a partiellement, ou en tout cas en partie, atteint ses objectifs? Il y a déjà un résultat très important que depuis 24 février dernier, le monde a complètement changé. Ce n'est plus le même. D'abord, nos relations avec l'Occident ne seront pas les mêmes. Même, si vous voulez, la carte géopolitique, l'échiquier international ne sera plus le même. Donc, et la Russie a bien montré qu'elle est capable de défendre ses intérêts, même les intérêts pour son existence en tant qu'acteur important de la vie internationale, malgré tous ces efforts de nous isoler, de nous ostraciser, vous voyez. Heureusement, beaucoup de pays africains ont bien pris position très équilibrée. Très bien. Excellence, le président américain Joe Biden a déclaré hier que la Russie envisageait d'utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine. Donc, est-ce que cette action entraînerait une réponse sévère de ce pays, voire des puissances occidentales? Comment la Russie apprécie-t-elle cette sortie, et surtout, qu'en est-il des faits réellement? Et je vais, excusez-moi, Excellence, compléter sa question. Le même président Biden a qualifié le président Vladimir Poutine de criminel de guerre. Commençons d'abord avec la première question, parce que le vôtre, c'est déjà...
Donc, cette histoire des éventuelles attaques chimiques, oui. N'oublions pas que ce sont les Américains qui ont commencé à parler le premier. Et qu'en même temps, cet dernier accident qui a eu lieu dans la ville ukrainienne de Soumy, dans une entreprise chimique, la ville qui était déjà sous contrôle des militaires russes, et on nous accuse que la ville qui est déjà sous le qu'il a été bombardée, bien que les militaires russes ont déjà donné, comment dirais-je, des informations publiques quelques jours avant qu'il y avait déjà les provocations qui étaient en cours de la part de ces ultranationalistes. Malheureusement, et ça c'est un problème, de guerre d'image, de guerre de communication, parfois on fait des provocations. Ça, il ne faut pas aussi ignorer. Donc, cette histoire de cette attaque chimique, oui, je le considère aussi comme une éventuelle provocation. Alors, concernant écoutez, heureusement que notre président, c'est un homme, c'est un peu de sang-froid, il ne rejette pas ces accusations voyez, très émotionnelles, parce que nous pensons que ce sont des relations entre les États qui sont prédominantes. Les présidents, vous voyez, restent, ils passent, mais les États restent. Il faut donc penser pour l'avenir. Il faut éviter de taxer par tel, vous voyez. Non, alors, vous avez parlé justement de l'onde de choc et aussi bon, de tout ce que ça crée vers l'Afrique. Donc, deux questions. Quelles sont les conséquences justement sur nos pays africains? On sait que c'est deux pays qui sont très producteurs, d'un côté d'hydrocarbures, de l'autre côté de blé, de céréales, etc. Donc c'est très important pour nous qui mangeons beaucoup de pain et autre chose. Quelles sont les conséquences? Et puis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous parlez des pays qui ont pris parti, la Côte d'Ivoire s'est affichée clairement pour soutenir l'action des Européens. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose dans nos relations diplomatiques donc, entre la Côte d'Ivoire et la Russie? Non, écoutez, on respecte d'abord les choix tout à fait souverains de votre pays. Chaque pays adopte sa propre position, donc nous le respectons. Bien sûr, en tant que diplomate, j'ai fait ma partie de travail d'explication, c'est normal, et sur les demandes de mon ministère, bien sûr, j'ai fait le nécessaire avec les démarches pour expliquer et pour convaincre vos autorités. Mais concernant l'Afrique, ce n'est pas moi, c'est le secrétaire général de l'ONU qui a déjà vous a prévenu sur l'éventuelle famine, les grandes menaces, parce que l'Ukraine et la Russie, ce sont les grands greniers du monde, les plus importants pays exportateurs de céréales. Et donc, il faut déjà se préparer pour l'éventuelle pénurie des denrées alimentaires et aussi, je m'excuse, des engrais, parce que nous, la Russie, nous sommes les producteurs très importants, n'est-ce pas, des engrais. Et vous êtes, ici sur le continent, vous êtes des grands consommateurs, si je dis, des importateurs. Ouais, ça. Et ça aussi, ça va provoquer des grands pénuries. C'est pour ça que je pose la question et on va terminer. C'est la dernière question de l'émission, on termine avec ça. Pas de souci, je suis à votre disposition. C'est pour ça, Excellence, que nous, on a envie de se poser des questions. Est-ce qu'il y a une réelle chance pour la paix dans cette situation? La chance existe toujours. Ça dépend de la réelle volonté politique des décideurs politiques. Nous répétons toujours qu'on est prêt. Donc, la porte reste ouverte. Malheureusement, on voit plutôt que le président Zelensky aime bien s'adresser au Parlement, vous voyez, de tel pays. Mais au lieu de parler des choses vraies, concrètes, discuter, proposer, voilà, aussi des voies, si vous voulez, radicales pour sauver aussi son pays et alléger, si vous voulez, le sort des populations. Malheureusement, pour le moment, je pense que parce qu'il n'est pas parfois libre dans ses mouvements. Parfois, il est simplement manipulé. Est-ce que de l'extérieur ou par les forces qui sont sur place, par les ultranationalistes? Ce n'est pas à moi de dire, mais c'est pour être... En tout cas, vous l'avez bien noté, hein, vous l'avez bien signifié tout à l'heure. On a tous intérêt à ce que la paix revienne donc dans cette partie du monde, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un grand village planétaire. Excellence, je vous remercie d'avoir été à notre compagnie. Je vous en prie. Merci pour ces éléments d'explication que vous apportez ce soir sur les antennes de Live TV. Et puis, je pense qu'on aura, en tout cas, si l'actualité évolue dans un sens ou un autre, on aura l'occasion de vous avoir. Je suis toujours à votre disposition. Merci bien encore de m'avoir invité. Donc, merci beaucoup à vous et à tous les spectateurs.
Merci beaucoup, Excellence. Vous me laissez. Monsieur Tout de suite, on vous libère. l'ambassadeur Vladimir. Comme je rappelle que vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire. Vous avez été sur notre plateau ce soir et on est très heureux de vous dire que demain, on sera sur ce plateau-là. Et je sais que vous regardez les chaînes russes, mais vous regardez également Live TV. Merci Bien sûr, avec beaucoup de Exactement. plaisir. Merci beaucoup, Excellence. Merci Edith, merci Alain, merci André, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Sur Live TV, on se retrouve demain à partir de 20h15 pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous et qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.